Laurence, vous recevez ce matin Alexis Corbière. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Laurence. Bienvenue dans la matinale de CNews. C'est aujourd'hui que débute à l'Assemblée nationale l'examen du projet de réforme des retraites. Seulement 11 jours de débat avant que le texte ne parte automatiquement au Sénat. Et plus de 18 000 amendements de la NUPES, dont 15 000 de la France insoumise. Vous voulez faire obstruction? Vous voulez éviter qu'on aille dans le cœur du débat, qu'on étudie l'article 7, le fameux article 7? Non. Et précisément, je crois que si obstruction il y a, il vient du gouvernement qui va utiliser une procédure particulière que je ne connaissais pas, que vous sans doute vous ne connaissiez pas, que les Français ne connaissaient pas, parce qu'elle n'avait jamais été utilisée. C'est l'utilisation d'un article, le 47.1 de la Constitution, qui fait que quel que soit le moment où on est dans le débat, ça va s'arrêter, vous l'avez dit. C'est-à-dire, aujourd'hui, le 6, ça commence, on va jusqu'au 17, 11 jours. On va travailler sans doute samedi et dimanche, et c'est tant mieux. Et puis ça s'arrêtera, même si on a l'article 3, 7, 8, que sais-je, il y a 21 articles. Et il ne fallait pas vous adapter, vous dire, on est dans au nom de quoi un peu de contrainte, on va réduire le nombre d'amendements, puis on va aller à l'article 7, le fameux article qui pose problème. Mais peut-être qu'on va y arriver d'ailleurs, ça serait vous intéressant. Ouais, non, mais moi j'ai pas de souci avec ça. Et sachez d'ailleurs une chose, je ne veux pas être trop technique, on a déposé beaucoup d'amendements, mais il est possible qu'il y en ait beaucoup qui tombent, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas jugés recevables. Deuxièmement, il est possible aussi que parfois le gouvernement rédige un article, donc tous les amendements qui sont liés à cet article tombent. Il est possible que nous-mêmes, il y a des moments, on lâche un peu la bride, si je puis dire, pour aller plus vite, parce que sans doute que nous voudrons insister sur certains articles. Vous avez pointé le fameux, the famous article 7, dans lequel tout se concentre. Notre stratégie, elle n'est pas celle de ne pas discuter des sujets importants. Oui. Maintenant, qu'on revienne à l'essentiel. Actuellement, tout un pays est mobilisé contre cette réforme. C'est inédit, à titre personnel, j'ai rarement vu une telle opposition. Tout gouvernement confondu depuis que je suis en état, si je puis dire, de suivre la vie politique, à une réforme. C'est jamais simple de faire passer une réforme des retraites. Il y a toujours des oppositions dans la rue. J'entends bien. Mais tout de même, 93% des actifs, nous dit l'Institut Montaigne, avec je ne sais plus quel institut de sondage. 68-70% des Français. Tout le monde a compris, je veux dire de manière un peu inquiète, qu'il faudrait travailler plus longtemps et tout le monde trouve ça injuste. Donc c'est le moment où le Parlement joue tout son rôle. Moi, je défends le Parlement. Je défends le débat parlementaire pour que les Français, et je pense que CNews, vous allez vous aussi suivre ça, je sais que la chaîne parlementaire va le faire, qu'on suive ce débat. Et il n'y a aucune raison que j'aide ceux qui veulent faire travailler les Français plus longtemps dans un débat qui est réduit à 11 jours. Sur un tel sujet, on peut prendre le temps de la discussion. Non, mais est-ce qu'il y a des amendements qui ne sont pas inutiles? Je pense à un amendement des Verts pour changer le nom du projet de loi, l'appeler projet de loi contre le temps libre. Mais c'est pas sérieux. Les Français s'en fichent. Ils veulent qu'on parle de l'âge de départ légal. Mais on va en parler. Donc il faut les faire sauter, ces amendements. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils seront retenus, mais on va en parler. Rassurez-vous, tous nos amendements ont pour vocation soit de défendre des situations qui sont déjà conquises par les salariés, d'amélioration, soit améliorer aussi le système des retraites. Le problème, le système actuel des retraites, il n'est pas satisfaisant. Ça arrive trop tard et c'est trop peu à l'heure actuelle. Mais la singularité... C'est trop peu quoi? C'est trop peu les retraites. Quand je dis trop tard, trop peu. C'est trop peu le départ à 64 ans. Pardon, vous avez ce que je veux dire. Les Français déjà, quand on discute avec eux, alors... Pas vous, pas moi, si je puis dire, parce que vous et moi, nous avons, enfin je ne vous connais pas assez pour en juger, mais j'ai le sentiment que vous vous réalisez dans votre travail et j'en suis heureux pour vous. Mais pour beaucoup de gens, c'est plus compliqué. Donc les gens se disent, mais pourquoi devrais-je muser psychologiquement, muser physiquement? Et puis surtout, c'est quelque chose qui touche quasiment la manière dont on fait vivre. Il y a le temps de la formation, très bien. Il y a le temps du travail, très bien. Mais la retraite n'est pas qu'un temps, comment dirais-je, second. C'est important. On va pouvoir se consacrer soit à ses petits-enfants, soit aux associatifs, au mouvement sportif. Je vois dans ma circonscription, mais le mouvement sportif, il est souvent animé par des jeunes retraités. Et paradoxalement, on va prendre les 2 meilleures années de la retraite, qui sont ces 2 premières années, on va les transformer en les 2 pires années de travail. Pourquoi les 2 pires années? Parce que c'est les plus dures. Parce que souvent, autour de 62, 63, 64, c'est là où on est les plus fatigués. On a le droit de dire que bon, non, on en a ras-le-bol, qu'on est usé, qu'on a mal aux genoux, qu'on a mal aux bras, qu'on a mal à la tête, tout simplement, du bruit que suscite ou qu'on encaisse sur notre lieu de travail. Parce qu'on n'en peut plus et qu'on se dit, bon sang, j'aimerais bien maintenant... C'est bon, j'ai travaillé. Mais il y en a qui veulent continuer à bosser. Mais qui continuent. Non, mais qui continuent. Attendez, merci Laurence Ferrari de le dire. Parce qu'il y a des gens qui aiment le boulot, qui aiment travailler, mais il n'a jamais été qui se réalisent complètement là-dedans. Non, mais il n'a jamais été interdit de travailler dans aucune réforme. On peut continuer. Après, on accumule. Non, mais on a le sentiment que certains dans votre parti font l'éloge de la paresse et de. Alors, ça c'est intéressant. Premièrement, c'est intéressant. Je ne vais pas répondre à vous, mais à travers vous, avec ceux qui ont porté ça, je l'ai entendu en commission et même de la part de Monsieur Darmanin. Attention à ce que ce thème de soi-disant ceux qui défendent les conditions de travail des salariés, le droit à la retraite, sont jugés comme des paresseux. C'est une vieille question.
Je suis prof d'histoire et je sais, en 1936, quand le Front populaire a mis en place notamment le droit au congé payé, il y avait un ministre, un sous-secrétaire, Léo Lagrange, qui s'occupait des loisirs, qui était par l'extrême droite et la droite traité comme le ministre de la paresse. Depuis toujours, quand nous, le peuple, on veut avoir de meilleures conditions de travail, de temps de repos, on est jugé comme paresseux. C'est pas le droit à la paresse. C'est pas la paresse que de dire au bout d'un moment, quand on a un certain âge, qu'on a beaucoup travaillé, et qu'on a fait un métier qu'on difficile. peut faire autre chose, qui est encore du travail, mais qui n'est pas du temps marchandisé. Parce que faire vivre un club sportif, faire vivre une association, s'occuper de ses petits-enfants, qui permet à ce que nos enfants puissent travailler, etc. C'est utile socialement, mais c'est pas rémunéré. Donc c'est pas de la paresse. Et je termine là-dessus, c'est extrêmement péjoratif. Et c'est une forme de mépris social. Quand des gens disent, on considère qu'au bout d'un moment, on a droit à ce moment particulier de la vie, qui est ce droit à la retraite, et on ne veut pas qu'on soit abusé. Le temps à la retraite, il se réduit. Sous M. Sarkozy, 2010, 25 années et demie de retraite en moyenne, à partir du moment où ça se déclenchait jusqu'à la mort. C'est passé aujourd'hui à 24 ans, et on estime qu'avec cette réforme de retraite, ce sera seulement 23 ans. Ces 2 années et demie depuis 2010, c'est il n'y a pas longtemps, c'était il y a 13 ans. C'est des années volées, c'est des années précieuses. Ça ne s'achète pas, vous savez, tout s'achète dans ce pays, sauf une chose. La durée de vie. Et l'allongement de la durée de la vie, vous ne la prenez pas en compte ? Vous savez qu'elle stagne depuis des années. Et si elle s'est améliorée, l'allongement de la durée de la vie, c'est précisément lié au fait, sur ces dernières années, du fait qu'on travaillait moins. C'est toujours ça. Vous savez, depuis le siècle dernier, si les gens meurent plus tard, entre guillemets, c'est parce que les conditions de travail se sont améliorées, c'est parce que l'usure au travail était moindre, parce qu'il y a un droit à la retraite et un droit à la santé. C'est pas 2 mondes différents, hein. Mais par contre, la productivité, elle a augmenté des Français. On produit plus de richesses. Mais l'usure aussi au travail, regardez les études, ne croyez pas que le travail, vous le savez, mais le travail n'est pas cette espèce de paradis qu'on veut nous faire croire. J'ai entendu certains, parfois du gouvernement, nous expliquer qu'aujourd'hui il y aurait des exosquelettes pour les déménageurs. Vous avez déjà vu un déménageur qui travaille avec un exosquelette ? Moi je vois des types, c'est souvent des hommes, qui font ça à bout de bras et qui en ont plein le dos. Il nous a expliqué que les carreleurs travaillent tous aujourd'hui avec des genouillères, des techniques. On en a entendu un il y a quelques instants sur CNews. Excellent témoignage, métier de carreleur, à genoux, on se fait mal au dos. Et à juste raison, les gens ne sont pas des feignants quand ils disent j'ai 55 ans, 56, 57, j'ai pas envie de tirer plus, et d'ores et déjà la situation était rude, l'alourdir encore plus est intolérable. Un mot de la Première ministre Elisabeth Borne qui a dévoilé hier quelques concessions qu'elle va faire notamment sur les carrières longues, l'index senior ou la clause de revoyure. Est-ce que ça va suffisamment loin ou est-ce que c'est uniquement en direction des Républicains, donc de la droite, pour que la droite vote le texte ? Si c'est en direction des Républicains, je dirais caramba encore raté, parce que j'ai vu que les Républicains, du moins les figures parlementaires, M. Pradier, M. Dumont, qui sont les moins favorables, si je puis dire, à éventuellement voter cette réforme, on dit il n'y a pas le compte. Parce qu'en vérité, c'est un peu technique, mais il y a un tour de passe-passe. Pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Oui, mais pour déclencher ce qu'on appelle le dispositif carrière longue, il faudrait avoir au moins 5 trimestres avant 20 ou 21 ans. Et elle, ce qu'elle dit, ça n'est pas le cas. Donc en vérité, les gens ne gagnent strictement rien. Et à juste raison, ces parlementaires de droite, je trouve, ont raison. Et sans doute que ça démontre quoi ? Qu'il y a aussi, pour l'homme de gauche que je suis, un électorat populaire de droite qui vote à droite, et je ne suis pas d'accord, mais qui, évidemment, travaille dur aussi et qui n'approuve pas ça. Et ces gens, ils existent. Et je comprends qu'ils se tournent vers leurs députés pour dire « mais vous n'allez pas voter quelque chose qui dégrade encore plus nos conditions de travail ». Donc les LR sont partagés, évidemment, sur cette question. Alors c'est intéressant parce que ça nous montre un sujet qui est au-delà du sujet social qu'on a abordé, le sujet démocratique. C'est-à-dire que j'ai le sentiment, non seulement les études d'opinion nous le démontrent, qu'il y a vraiment 2/3 des Français, voire plus, qui sont opposés. Mais même d'un point de vue des formes de la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui organisée, il n'y aura peut-être même pas de majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et je reviens à l'introduction de notre échange. La procédure utilisée par la Première ministre ouvre la possibilité que même s'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, paf, article 47.1, et la discussion s'arrêtera et ça pourra être imposé par ordonnance. Ce n'est pas tolérable. J'invite les Français à rester républicains et à dire la République, c'est la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Et quand un gouvernement veut imposer au peuple quelque chose qu'il ne veut pas, alors on n'est peut-être plus en démocratie, ce qui est assez inquiétant. Pourquoi ne pas poser la question au peuple ? Pourquoi ne pas faire voter une motion référendaire ? Vous êtes vent debout contre cette réforme et vous n'allez pas voter la motion référendaire au motif que c'est le Rassemblement national qui va la porter. Comment vous allez expliquer ça à vos électeurs ? Madame Ferrari, je serai franc du collier. Je suis face à une difficulté. Et vous avez pointé un problème. Nous avons été les premiers à déposer une demande de motion référendaire. Mais il y a eu tirage au sort, M. Corbière. Nous étions les plus nombreux et les premiers. Normalement, ça devrait être notre motion référendaire qui donne le ton. Seulement, la présidente de l'Assemblée nationale a utilisé une procédure que je trouve baroque, qui était celle d'un tirage au sort.
et c'est le Rassemblement national. Je ne veux pas participer à la confusion à l'heure actuelle, parce que nous sommes dans un moment de confusion et de colère qui consiste à faire croire que c'est le Rassemblement national qui donnerait le ton de la protestation contre cette réforme, parce qu'en vérité, il dépose très peu d'amendements. Donc posture idéologique, au lieu de défendre les intérêts des Français, vous dites, quoi ah non, on vote pas avec le RN. On verra. D'ailleurs, cet après-midi, nous allons déposer une autre motion et nous verrons, nous demanderons à la présidente de l'Assemblée nationale, notamment avec le groupe Lyotte, si ça peut pas être autour de cette motion que c'est fait. Vous dites idéologie. Oui. Je vous prends au mot. Idéologie. C'est un moment. Non, c'est un moment. Les Français, ils attendent que vous les défendiez sur. Eh bien, je le fais, madame. Je manifeste et je pense que ça participe à cela. Et que Madame Le Pen n'est pas, elle, pour les manifestations. Et elle dépose très peu d'amendements. Pourquoi, si Madame Le Pen est vraiment 71, elle estime que c'est raisonnable. Moi, j'estime que c'est déraisonnable. Et j'estime que ça aide le gouvernement. Ah, elle a tous les droits. Elle a tous les droits. Mais j'estime qu'elle ne participe pas à la protestation populaire qui, elle, sera efficace. Donc c'est une fausse amie du peuple. Je ne veux pas donner l'impression, parce que c'est tout le jeu à l'heure actuelle qui est fait. Qu'est-ce que c'est que je suis en train d'essayer ? Parce que le moment où il est politique, qu'est-ce que va faire le gouvernement ? Dire, regardez, M. Corbière, Mme Le Pen, tout ça, c'est la même chose. Parce que dans ce pays, il y a une protestation saine aussi contre l'extrême droite. Je veux de la clarté. Je suis dans le camp social, celui du partage des richesses. Ça n'est pas le cas de Mme Le Pen. Je suis pour augmenter les salaires. Ça n'est pas le cas de Mme Le Pen. Je suis pour la retraite à 60 ans, 40 ans de cotisation. Ce n'est pas le cas de Mme Le Pen. Et si je me range derrière le drapeau de Mme Le Pen tout à l'heure pour déposer cette motion référendaire, immédiatement Mme Borne et tous les différents clercs de la cléricature. Donc vous ne direz pas non. Non, on verra ce qu'on fait. Mais je dis que nous cherchons à sortir de ce piège qui nous a été tendu, qui est une pure manœuvre de la part des macronistes pour essayer de donner la main à Mme Le Pen, alors que c'est le camp social, populaire, des syndicats aujourd'hui qui l'a. Je ne participerai pas à la confusion, sinon à la fin, personne n'y comprendra rien. Et la seule qui pourrait l'emporter, ce serait l'extrême droite, ce qui serait terrible parce qu'ils sont toujours opposés au droit à la retraite. C'était eux qui critiquaient en 1936 déjà le ministère de la paresse. Gérald Darmanin s'en est pris à Jean-Luc Mélenchon, après vous avoir accusé de bordéliser le pays. Il dit, moi je ne suis pas de la famille de M. Mélenchon. Il est propriétaire d'un patrimoine, il est millionnaire. Moi, je ne suis pas millionnaire et je n'ai pas de patrimoine. Ce que m'ont légué mes parents, c'est le culte du travail, du mérite et de l'effort. Ouais. Il vise juste le ministre de l'Intérieur ou pas ? C'est bizarre que les parents lui ont légué ça, mais alors qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut, parce qu'il n'arrête pas de parler de sa maman qui était concierge, et je la salue, cette brave dame, mais il veut, M. Darmanin, qu'elle travaille 2 ans de plus, sa maman. Il n'aime pas sa maman. Non. Normalement, un fils, il doit défendre sa maman. Il dit M. Mélenchon est millionnaire. Donc, Jean-Luc a un patrimoine, il n'est pas millionnaire, il a un appartement à Paris. C'était dans les déclarations de... Oui, très bien. Mais lui, au moins, il déclare des choses claires, et c'est comme par hasard, il serait... mais c'était le plus riche des candidats. Celui qui a un patrimoine... Non, ça, c'est pas vrai. Mme Pécresse avait un patrimoine plus important. Et Mme Pécresse était nettement au-dessus. Il y avait d'autres candidats. Vous savez, M. Darmanin, il est jeune et vu que je vois, il a une carrière d'homme politique. Je ne sais pas ce qu'il a fait à part faire de la politique. Apparemment, il n'a pas fait grand-chose. Mais c'est pas grave. Mais comme c'est pas honteux. Non, mais comme il parle beaucoup de sa vie comme étant un exemple, je lui fais observer que peut-être qu'il devrait être un petit peu plus modeste parce qu'il veut parler sur le camp du travail. Je ne sais pas s'il a beaucoup exercé d'autres métiers que celui soit d'être élu, collaborateur, etc. Ça ne lui donne, c'est pas honteux, mais ça lui peut-être qu'il devrait être un petit peu plus modeste. Ce que je veux dire après, c'est que vu qu'il utilise sa situation un peu de fils du peuple pour en quelque sorte me dire taisez-vous Corbière, parce que moi aussi je suis issu d'un milieu modeste, mais moi précisément parce que je vois l'usure des gens de ma famille. J'ai pas envie qu'ils travaillent 2 ans de plus. Donc il est curieux de se réclamer du peuple pour dire puisque je suis fils du peuple, travaille plus le peuple, parce que tu devrais donner un peu plus. Allez. Moi, quel que soit le milieu social dont on vient, et même si on vient d'un milieu social aisé, à partir du moment où on prend le parti du peuple, eh bien je dis bravo. Donc je préfère un riche aujourd'hui qui me dit j'observe la souffrance des milieux populaires, je ne sais pas pour qui travaille 2 ans de plus, plutôt qu'un fils du peuple qui se range du côté de ceux qui veulent les faire travailler plus. Donc, un tout petit mot. C'est lui qui est face à une contradiction. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui est en première ligne sur la réforme des retraites et qui fait l'objet de soupçons de favoritisme retenus par le parquet national financier dans le cadre de l'enquête concernant 2 lithographies offertes en 2017 lorsqu'il était maire. C'est une boule puante. On se rappelle, Éric Woerth, pareil, qui a eu des affaires au moment où il défendait la réforme des retraites. Il a été blanchi dans toutes ces affaires. C'est ça la politique ? Moi, écoutez, là, c'est la justice qui travaille, j'en sais rien. Je ne me saisis pas de ce sujet. Il a droit, comme tout le monde, à la présomption d'innocence. Maintenant, j'aurais préféré qu'il fasse, à l'occasion du débat parlementaire, plus de clarté. Enfin, je veux dire, moi, ce que je lui reproche, c'est de la politique. Après, si c'est vrai, c'est piquant. Mais je ne veux pas utiliser ça, honnêtement, dans le débat qui vient. J'ai une claire opposition à M. Dussopt, qui est par ailleurs un homme plutôt, comment dirais-je, à géométrie variable. Si on pouvait produire de l'énergie avec la veste qui tourne de M. Dussopt, on pourrait, à mon avis, éclairer les studios de CNews pendant une bonne année. Allez, un dernier mot, parce que ça m'a beaucoup choqué. Le tweet de Clémentine Autain à l'annonce de l'annulation de l'élection de Meyer Habib, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Elle a tweeté ce mot,
Mazel Tov. C'est quoi à part de l'antisémitisme, Monsieur Corbière? Non, ça n'est pas de l'antisémitisme. C'est maladroit. Elle l'a retiré. Mais elle ne s'est pas excusée. Ouais, il me semble qu'elle a dit qu'elle Mon avait... propos a heurté certains d'entre Voilà. vous de bonne foi. Je préfère retirer mon tweet et éviter... C'est pas des excuses. Mazel Tov, c'est une expression en hébreu qui célèbre... C'est de je pense que c'est l'antisémitisme. une bonne nouvelle. Elle le prenait au mot. Vous savez, souvent, M. Meyer Habib a même eu des propos en hébreu au sein de l'hémicycle. Et ça n'a rien d'insultant d'utiliser un mot en hébreu. Mais Et si un honnêtement, député, non, mais attendez, honnêtement... si un député Rassemblement National disait ça à propos d'un député musulman, disait... Non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça. Non, mais je pense que Clémentine a compris que ce tweet, qui se voulait être une réponse à M. Habib, c'est quoi? M. Habib a traité Clémentine Autain de petite conne, d'accord? Non, mais ce que je veux dire, c'est que le mot, moi, c'est Mazel Tov. Voilà. Oui, non, mais le mot est maladroit, doit être retiré. Ça n'emprunte pas en antisémitisme, franchement. Mais c'est maladroit parce qu'effectivement, vous avez pointé exactement ce à quoi je voulais arriver, c'est que je ne souhaite pas que... On réduit quelqu'un à sa religion? Oui, on l'essentialise? C'est ce que vous défendez? Oui, enfin, je veux dire, s'il y en a un qui, précisément, Monsieur Meyer Habib évoque souvent ses convictions spirituelles, il a tout à fait le droit, elles sont légitimes. Je pense que quand on est parlementaire attaché à la laïcité, on ne doit pas en permanence l'évoquer. Mais ce n'est pas le sujet. Ce tweet n'avait pas lieu d'être, Clémentine l'a retiré. Et effectivement, là, vous avez parfaitement raison, c'est qu'ayons, c'est un peu aussi, ça fait quoi ce que j'ai dit sur M. Dussopt, un affrontement politique, idée contre idée, mais d'aucune manière, d'autres éléments qui doivent être utilisés. Merci. Et par ailleurs, je connais Clémentine Autain qui est depuis toujours engagée dans la lutte contre l'antisémitisme. Merci beaucoup Alexis Corbière d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous Romain Desarmes pour la suite.